Auditrices et auditeurs de Victoire FM, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour notre rendez-vous hebdomadaire. Rétro 7 se fait le plaisir d'accueillir ce jour le président national de l'Alliance nationale pour le changement NC et maire de Golfe 4, Jean-Pierre Fabre. L'après-scrutin du 29 avril dernier, le refus de l'ANC de siéger à l'Assemblée nationale, la transition en cours vers la 5e République avec notamment la reconduite du Premier ministre, suivie de la formation d'un nouveau gouvernement et qui comporte un cadre de l'ANC, la nomination des gouverneurs, le bilan de santé de la commune de Golfe 4. Voilà les principaux sujets au menu de l'entretien de ce jour. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette émission dont la mise en onde est assurée par l'inusable laïté Vincent au micro d'Ella Agbo. Comme d'habitude, nous sommes en direct sur Facebook grâce à Amjoy Allah. Pour nous suivre, tapez simplement victoirefm.com et rien de ce qui se passe dans ce studio ne vous échappera. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Bien Monsieur le Maire. Qu'est-ce que vous préférez? Je préfère Monsieur le Président. Je suis très attaché à l'ANC qui est notre créature à tous et que nous chérissons beaucoup. Donc le titre de président me convient parfaitement. Monsieur le Président, donc c'est un honneur pour moi de vous recevoir ce matin comme invité à l'émission Rétro 7. Sans tarder, nous allons rapidement attaquer le premier sujet. Des leaders de l'opposition ont affirmé avoir vécu l'échec, la dernière bérésina électorale, comme un coup dur, une humiliation. Alors, vous, comment l'avez-vous vécu? Imaginiez-vous un échec de cette ampleur et 5 députés sur l'ensemble de l'opposition, pour l'ensemble de l'opposition, sur les 113 que comporte l'Assemblée nationale? Question difficile, mais pas si difficile que ça. Oui. Quand on est impliqué totalement dans la participation à des élections, quand on a suivi du début jusqu'à la fin tout le processus, d'abord, on ne parle pas d'échec, parce que ça n'était pas des élections. Les conditions de préparation de ces élections, on n'a jamais vu ça au Togo. Vous avez un recensement électoral frauduleux, je pèse mes mots, frauduleux, vous avez vécu ça. On a arrêté le recensement dans les zones prétendues favorables à l'opposition. Lomé, on a arrêté le recensement. Et puis, sur des prétextes farfelus, le motif est, parce qu'ils ont eu un motif, que le recensement a atteint un seuil qu'il ne fallait pas dépasser. La loi dit ceci. On recense le Togolais âgé de plus de 18 ans. C'est tout. Il est Togolais, il a plus de 18 ans. On ne dit pas, la loi ne dit pas que si on atteint un seuil quelque part ou un quota. La loi ne dit pas ça. Un Togolais se présente. Il est Togolais, il a plus de 18 ans, donc il a la majorité électorale et vous le recensez. Donc, violation de la loi. Et j'ai calculé, dans les autres zones, j'ai pris les résultats. Et tous alors que le résultat du Golfe n'a pas dépassé le seuil dont il se prévalait. Il n'a pas dépassé. Toutes les autres zones ont dépassé. Ça veut dire 2 poids, 2 mesures. Donc, j'appelle ça recensement électoral frauduleux. Oui, donc ça veut dire que vous expliquez l'échec par... Et c'est pas, j'appelle pas ça échec. Le premier élément, c'est le recensement. Alors, Monsieur le Président, avant d'évoquer les autres aspects, et quand vous parlez de recensement, ceux qui ont été recensés à Lomé, dans le Grand Lomé, mais très peu sont allés aux urnes. Donc ça veut dire que le recensement n'a pas vraiment pesé dans cette histoire-là. Puisque le peu qu'on a recensé, beaucoup ne sont pas allés voter.
c'est peut-être un des éléments de l'appréciation. Mais on ne peut pas parler. Je réfute le mot échec. Moi-même, j'avais un meeting à Baboué. Vous savez, Baboué, c'est le village d'origine de la première ministre. Oui. Pendant qu'elle était là à faire le meeting, il y avait des nervis du régime qui faisaient du bruit, des tam-tams, pour nous empêcher de parler. Avec tous les moyens dont dispose le pouvoir en place, était-il nécessaire de s'adonner à ce genre de pratiques? Et ils l'ont fait. Chaque fois qu'un parti voulait faire un meeting ou faisait un meeting à Baroué, ce parti était agressé. Et à un moment donné, j'ai appelé les forces de l'ordre pour leur dire, mais faites votre travail. Parce qu'ils repartaient, ils revenaient, ils repartaient, on ne pouvait plus tenir meeting. Donc je dis que... Mais pourquoi vous ne portez pas plainte par rapport, je ne sais pas à qui, je ne sais pas où est-ce que vous pouvez vous plaindre, mais est-ce que pourquoi est-ce que vous ne portez pas plainte par rapport contre ces comportements-là après? Non, c'est que après, ils ont voulu le faire vis-à-vis de gens qui étaient informés de ce qu'ils ont fait avec nous. Et la bagarre était, la riposte était violente. Donc je dis, toutes ces choses, violence, découpage électoral unique et fait en violation de la Constitution. Beaucoup de gens ne le savent pas. Les gens pensent que le pouvoir dispose de toute l'attitude pour découper les circonscriptions électorales à sa guise. C'est faux. La loi dit, c'est l'article 5 de la Constitution, le suffrage est universel, égal et secret. Personne ne s'interroge sur la signification de égal. Égal, c'est l'égalité devant le suffrage. Ça veut dire la voix de M. Delahaye pèse autant que la voix de M. Fabre. Dans toutes les élections, pas aux élections à la présidentielle où on compte un pour Delahaye, un pour Fabre. Non. Aux élections législatives, l'électeur de Blita, il doit avoir une voix du même poids que l'électeur de Lomé. Or, si vous faites les calculs, l'électeur de Blita pèse 4 fois plus que l'électeur de Lomé. C'est une violation de la Constitution. On viole la loi qui fixe l'égalité devant le suffrage. Alors ça, c'est le deuxième élément. Le deuxième, il y a ça. J'ai saisi, sur tout ça, j'ai saisi la CNDH et sur le découpage, j'ai saisi la CNDH et j'ai saisi la Cour suprême. J'attends toujours le résultat le rapport de la Cour suprême. Donc, si vous voulez, vous avez les intimidations, l'utilisation des moyens de l'État, la violence. Nous avons tous vu le proviseur du lycée de, je crois que c'est Cara, en train de frauder. C'était sur les réseaux sociaux. Mais ces choses, alors, on parle d'échec de l'opposition qui affronte une situation dans ces conditions-là. Moi, je crois que non. Un mot sur le découpage électoral. Le découpage électoral a toujours été à peu près ce qu'il était la dernière fois, mais ça ne vous empêchait pas d'avoir un résultat plus. Oui, mais nous avons toujours protesté. Nous avons toujours protesté. Et on ne peut pas dire, parce qu'on obtient ce résultat, parce que on obtient un résultat important, nos droits ne sont pas bafoués. Donc, depuis 1997, nous protestons contre le découpage après un rapport de l'Union européenne qui précise, qui relève, qui révèle que
les électeurs du sud du Togo sont lésés par rapport à ce qu'ils appellent les électeurs du nord. Ce n'est pas nous qui avons écrit ça. C'est un rapport de l'Union européenne. Et les auteurs sont Daniel Strux et Alain Thirier. C'est un politologue allemand et un magistrat français. Donc, les résultats que nous avons aujourd'hui, vous savez, il ne faut pas se jeter sur ces résultats pour les analyser en surface. Ouais, c'est la conséquence de ce que M. Fogna Singbe était en train de préparer, c'est-à-dire le changement de constitution sans le peuple, sans consulter le peuple. Donc, il essaye de dire, de toute façon, la consultation du peuple n'était pas nécessaire parce que le peuple les a désavoués. Le peuple a soutenu ce que moi, j'ai proposé. Et ce qui est un mépris du peuple. Et là, nous avons, il n'y a pas... Oui, Monsieur le Président. Et tout à l'heure, vous dites toujours que pour vous, ce n'est pas un échec. Mais quelque part, le fait de n'avoir pas réussi à empêcher, puisque ce sont les mêmes problèmes que vous dénoncez à chaque élection, le manque de transparence, les fraudes et tout le reste, alors que vous étiez, il y avait aussi un cadre là de discussion. Comment est-ce que, malgré tout ça, on aurait pu ne pas participer à ce cadre. Mais les gens vont dire, voilà, il soulève des problèmes, on crée un cadre. On ne crée pas ces cadres pour régler les problèmes. Et tout le monde le sait, tous les Togolais le savent. Ce qui se faisait là-bas, c'était du cinéma. On y allait. Tout ce qu'on relevait était rejeté. Tout. On avait un représentant. Et nous sommes un parti politique sérieux. Et on préparait ces réunions. Mais tout était rejeté. Donc, c'est pas... Ça s'appelait quoi? Je sais même plus comment, CNAP. Oui, voilà, CNAP. Et après, ça s'est transformé en quoi, CPC. Non, vous savez, ça fait partie des problèmes du Togo. Et tout le monde le sait. La solution à ces problèmes, c'est une mobilisation. Et nous avons obtenu ces mobilisations en 2017, en 2016, 2017, 2018. Sauf que quand on avait ces mobilisations, on n'a pas exploité parce que l'opposition togolaise n'a pas exploité la mobilisation. Justement, je voudrais vous demander, l'opposition togolaise n'a-t-elle rien à se reprocher dans les résultats que vous venez d'avoir? L'opposition togolaise peut se reprocher de n'avoir pas exploité la mobilisation des années 2016, 2017, 2018 pour empêcher le régime de continuer à organiser des élections telles que il le fait. Ça, oui. Toutes les mobilisations étaient destinées à cela. Malheureusement, on peut en parler. Mais vous savez, moi, je ne veux pas... il va falloir qu'on s'asseye pour en discuter. Mais ce n'est pas très difficile de savoir. C'est qu'on n'a pas profité de la mobilisation populaire. On a dilapidé la mobilisation populaire. Quand on avait, pour des raisons farfelues, pour des choses, ceux qui empêchaient la mobilisation, ils sont connus. Mais quand ils disent des choses, le peuple les applaudit. Et si vous vous mettez à dénoncer ceux qui sont applaudis, vous savez ce qui va vous arriver. Donc, ce sont des choses... il faut que nous sachions que, et je signe, nous avons dilapidé la mobilisation populaire. Et vous peinez aujourd'hui à remobiliser les Togolais. Oui. Au moment où les gens étaient... On dit, oh, il ne faut pas... On dit, cessez de mobiliser. Laissez-nous... Cessez de mobiliser. Laissez-nous faire le maillage du territoire. Vous avez appris ça? Non. Vous avez... Ah oui. Un parti qui dit, il faut qu'on le laisse faire le maillage du territoire. Il faut arrêter la mobilisation.
Oui. Et c'est connu. Bien, Monsieur le Président, on va avancer. Alors, vous êtes le seul élu de l'Alliance nationale pour le changement à l'issue des dernières législatives et vous avez refusé de siéger. Une décision qui fait polémique. Alors, continuez-vous de penser que votre décision de boycotter l'Assemblée nationale est la bonne? Non, d'abord, je ne comprends pas pourquoi ça fait polémique. Mais les gens ne comprennent pas. Vous êtes battu, vous avez fait campagne et tout, et puis vous êtes finalement... Oui, non. C'est simple. C'est une position de résistance. C'est pas, on ne peut pas aller à des élections et puis refuser de siéger. C'est une décision importante. Mais c'est une décision du parti qui ne s'est pas précipité pour prendre une décision comme ça. Non, c'est des débats et des débats. Je persiste et je dis, l'ANC est un parti sérieux qui essaye d'être un parti. Tous les jours, l'ANC ne se promène pas sur les radios pour exister, non. Essaye d'exister sur le terrain, essaye de réfléchir, essaye de discuter avec les populations, de peser le pour et le contre de ces choses. C'est en toute connaissance de cause que nous avons décidé de ne pas siéger. Donc ça ne peut pas faire polémique. C'est nous que... Est-ce qu'il n'y a pas des gens au sein du parti qui ne sont pas d'accord avec cette position-là? Certainement. Oui. Il y a... Mais lorsqu'on débat, il y a des pour et des contre. Oui. Et puis, on réussit à créer le consensus en faisant en sorte que ceux qui sont minoritaires se rallient à la majorité et créent le consensus. Voilà comment on a débattu en comité politique pour faire une recommandation au bureau national, et voilà comment en comité politique de réunion au bureau national, 2 réunions. Donc c'est pas des décisions prises en l'air pour manifester une réaction épidermique. Non, pas du tout. Ouais, dans la vie, il faut être digne. Quand on vous traite avec mépris, il ne faut pas l'accepter. Le pouvoir nous a traités avec mépris et nous ne l'acceptons pas. Oui, mais Monsieur le Président, vous savez qu'il y a aussi des conseillers régionaux ANC qui ont été élus. Oui. Alors, et ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que vous allez faire même position? Quand je vous parle de décision du parti, on a discuté de ces problèmes aussi. Et également, je vous dis, en tout et pour tout, 5 réunions. 3 réunions du comité politique et 2 réunions du bureau national. Mais ceux qui sont minoritaires, ils se sont ralliés à la majorité pour créer le consensus. Est-ce que vous savez quand même, j'imagine que vous savez que cela, en tout cas c'est l'impression qu'on a, que ça ne fait ni chaud ni froid au pouvoir, et que ça ne les empêche pas d'avancer, de faire voilà, c'est ce qui... Ça, c'est ce que vous pensez. Mais moi, je pense que non. Quand j'entends un des porte-paroles habituels du pouvoir qui raconte souvent n'importe quoi et qu'on laisse parler à tort et à travers, il dit que Fabre a refusé d'aller siéger et que c'était un non-sens. Je lui dis, en quoi ça le concerne? Il est mon adversaire politique. À la limite même, je le considère pas comme adversaire, mais eux nous considèrent comme ennemis politiques vu la manière dont ils nous traitent. Donc, de quoi se mêle-t-il? Ça veut dire que ça leur fait mal. Donc, ça ne leur fait ni chaud ni froid, je ne crois pas. Alors, Monsieur le Président, la nouvelle Constitution est en vigueur depuis le 6 mai dernier. Et bon, votre refus de siéger, tout ça là, c'est aussi une façon de protéger. Je vais ajouter quelque chose. Oui. Au début, les gens disaient il faut y aller pour aller écouter ce qui se passe là-bas. Écoutez ce qui se passe là-bas. Bon, ceux qui sont là-bas, ils écoutent, non? On dit ça nous fait une belle jambe, ils écoutent. Ça nous rapporte quoi? Rien. Et je vais même vous dire,
Mais c'est sans doute une tribune pour quand même exprimer le point de vue. Voilà. Oui, mais écoutez, nous, on n'était pas à l'Assemblée. D'accord? Oui. Ça fait 6 ans qu'on n'était pas à l'Assemblée. Depuis 2018 jusqu'à... On n'est pas à l'Assemblée. Mais nous qui ne sommes pas à l'Assemblée, nous savons ce qui se passe à l'Assemblée mieux que ceux qui y sont. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est les documents de la Constitution, les textes de la Constitution qui étaient étudiés en catimini à l'Assemblée nationale, en commission des lois. C'est nous qui avions ces tests. La majorité des députés n'avaient pas le test. Oui. Donc, il y a des gens parmi eux qui nous font confiance. Des gens parmi eux. Oui. Donc, quand on dit vous ne saurez pas ce qui se passe là-bas, je crois que c'est une vue de l'esprit. Alors, Monsieur le Président, dites-moi maintenant, qu'est-ce qui fonde votre contestation de la nouvelle loi fondamentale? Moi, je suis un homme qui aime être respecté. Je respecte beaucoup les autres. J'aime qu'on me respecte. C'est mon droit. Je suis togolais. Le cheminement pour adopter une constitution, vous savez très bien que ça n'a pas été suivi. C'est très simple. Plusieurs articles de la Constitution ont été violés. Le plus grave, le plus flagrant, c'est que l'Assemblée nationale, son mandat a expiré. Je ne dis pas, comme certains, que l'Assemblée nationale était en fin de mandat, parce que c'est impropre. Dire en fin de mandat, ça peut dire 2 mois avant la fin, ou 3 mois avant la fin. Non. Quelques jours avant la fin. Oui, ou quelques jours avant la fin. Non, le mandat a expiré. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Mais ils disent que la loi dit qu'il reste en place jusqu'à la... Oui. Il peut expédier les affaires courantes, comme on dit, mais pas voter des lois ni un changement de constitution. Non. Vous voyez, je suis en train de vous dire, ils ne nous respectent pas. Ils considèrent le peuple togolais comme un ramassis de simples d'esprit qu'on peut violenter, qu'on peut berner, à qui on peut raconter n'importe quoi. Vous, en tant que journaliste, en votre fort intérieur, vous pensez que, en tant que citoyen, pas journaliste, en tant que citoyen, ils ne nous ont pas respectés. Ils doivent mettre leur projet en débat. On en discute. Vous voyez, ils agissent avant de réfléchir. Vous avez appris qu'ils ont envoyé une délégation en Inde pour vérifier comment ça se passe. C'est comme ça que ça doit se faire. Voter une constitution pour aller apprendre comment ça se pratique. Non, c'est minable. Ce n'est pas sérieux. Je dis, agir avant de réfléchir, ce n'est pas ce qu'on nous apprend. Toujours réfléchir avant d'agir. Mais Monsieur le Président, malgré les protestations de l'opposition à la Constitution, la référence aux actions est la base sur laquelle reposent les décisions du gouvernement. Alors, le réalisme, comme le disent certains, n'est-il pas de passer au-dessus? Vous savez, vous connaissez le pouvoir. Les nationalistes ont mis 12 ans, de 46 à 58 pour obtenir l'indépendance. Si face aux ruses de la puissance coloniale, ils cèdent en disant que bon, la puissance coloniale ne veut pas, on ne serait pas là aujourd'hui en train de s'appeler Togo et de permettre à certains de bouffer tranquillement le fruit du travail des autres. Donc, dans la vie, il faut lutter, il faut résister. Il ne faut pas s'amuser à dire que puisque il faut passer à autre chose. Non, on ne passe jamais à autre chose lorsque votre droit est bafoué. Ce n'est pas du tout. Non, mais quel est le but justement de cette résistance? On va voir. Vous savez que peut-être que vous caressez le rêve de voir le pouvoir faire machine arrière. Non, non. Contraindre le pouvoir à faire machine arrière. Pas je ne rêve pas. Je suis togolais. Ça fait un moment que je suis en face d'eux.
Ils savent ce que je pense d'eux. Est-ce que vous ne vous bernez pas d'illusions? Vous connaissez... Non, pourquoi? Et- Et donc, s'il faut vous suivre, j'ai entendu que quelqu'un que vous avez reçu la semaine dernière a dit, bon, mais il faut tourner la page. Bon, vous savez, il faut aussi régler un certain nombre de problèmes. On n'est pas tous les mêmes. L'opposition n'est pas une entité homogène. Et c'est ça qui fait aussi notre problème. Nous sommes une entité, je ne vais pas dire hétérogène, mais à la limite hétéroclite. Donc c'est la difficulté. Mais chacun n'a qu'à s'assumer. Je ne suis pas du même parti que celui qui a dit ça sur votre plateau, ou vos antennes la dernière fois. Non, pas du tout. Donc, nous ne sommes pas les mêmes. Alors, moi, je propose maintenant l'ANC pour sortir de l'impasse, pour concilier les deux positions, celle du pouvoir et la vôtre. Un nouveau cadre de discussion. Non. J'ai entendu dire hier, il y a un nouveau front de la société civile qui s'est constitué et qui demande un 27e dialogue. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Un nouveau front? Oui, c'est une association là qui c'est hier que j'avais l'information. Bon. Je ne sais pas si c'est voilà, c'est pas encore Mais confirmé. vous ne savez pas sur quoi ça peut aboutir. Moi, je pense qu'il faut toujours œuvrer. Pas ce que les moutons et les chiens et les trucs, non, mais ceux qui se sentent avoir la même vision des choses, qui se mettent ensemble pour travailler. Je n'ai jamais pensé que la lutte de libération du Togo des griffes d'une dictature militaire clanique à façade civile, je n'ai jamais pensé que c'était une course de 100 mètres. Non, c'est pour ça, il ne faut pas me dire que je me berce d'illusions. Je sais que c'est dur. Mais je sais aussi que la résistance paye. Et nous ne sommes pas là, vous savez, peut-être, je ne veux pas croire ça, mais peut-être je ne verrai pas ça de mon vivant. C'est pas grave, je lutte. Dieu seul sait ce qui se passera demain matin. Ouais. Venons-en maintenant à la transmission en cours dans le pays. Plusieurs semaines après avoir rendu sa démission, Madame le Premier ministre a été reconduite à son poste le 1er août dernier. Qu'en avez-vous pensé? J'ai regardé ça. Je me suis dit, on est en train de récompenser ceux qui ont soutenu l'insoutenable. Ceux qui, dans cette affaire-là, ont fait fi de leur dignité pour soutenir ceux qui bafouent les droits des populations togolaises, du peuple togolais. Et donc vous n'êtes pas venu laisser peut-être à cause de la qualité du travail qu'il a fait que... Pas du tout, parce que je ne vois pas la qualité du travail. Vous savez, le Togo a un problème. L'absence de l'état de droit. L'absence de l'état de droit. Si vous n'avez pas d'état de droit, vous pouvez faire tout ce que vous racontez. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Si les droits des Togolais sont bafoués, vous n'allez rien faire. Et ils ne feront rien. Ils satisferont jamais les besoins des Togolais en étant dans une dictature militaire clanique à façade civile, où tout le monde fait semblant. Nous avons beaucoup... Oui, quand vous dites un régime... une dictature militaire clanique à façade civile. Oui, vous savez que dans le pouvoir, il y a des gens de partout qui sont c'est ça l'identité du pouvoir. Parce qu'il y a des gens de Nyantougou, Kara, Agoué, Anéo et tout ça ensemble. Parce que je ne comprends pas le mot clanique. Vous faites clanique. Non, écoutez, c'est une famille qui dirige le Togo. Et vous le savez. Moi, vous n'allez pas me faire dire... Non, mais quand on prend le gouvernement, il y a combien de membres de la famille dont vous parlez dans ce gouvernement-là, par exemple? C'est pas une question de... Il peut en avoir qu'un seul. Si les autres s'aplatissent devant lui, ça marche. Et c'est ce qui se passe. Donc, il y a les frères, il y a deux frères qui sont à l'Assemblée. Non, mais écoutez, tout le monde voit. Moi, je ne suis pas un Togolais faisant de la politique pour fermer les yeux sur ce que je vois. Et tout le monde sait que le Togo est une dictature militaire. Bien, Monsieur le Président, alors, vous avez
pris connaissance de la composition du nouveau gouvernement. Alors, un mot sur cette composition maintenant, de la nouvelle équipe gouvernementale. Je ne veux pas parler de ça parce que pour moi, je vous ai dit, on est en train de récompenser ceux qui ont soutenu l'insoutenable, la violation de la Constitution, qui est sacrée, n'est-ce pas? Et puis, le caractère pléthorique du gouvernement. 35 ministres pour un petit pays comme ça. Et quand on récompense, on est obligé de mettre celui-ci ici, celui-ci ici. C'est la récompense. Donc, ce que j'en pense, récompense de gens qui ont soutenu des choses insoutenables. Oui, mais vous ne direz pas que Kwame Goulepto Gomado aussi a soutenu la nouvelle constitution. Mais alors, il a fait son entrée. Est-ce que nous sommes sous l'empire de la nouvelle constitution promulguée le 6 mai? Oui. Oui ou non? Oui. Parce que la constitution est en vigueur, est d'application immédiate. Oui, oui. Donc, une fois promulguée, c'était depuis le 6 août, oui. Le 6 mai dernier, pardon. Bon, on va aussi parler de quelque chose. C'est la constitution est en vigueur et puis on dit que on va vers la 5e République. On est en transition vers la 5e République. C'est très farfelu. Ça veut dire on n'a pas réfléchi aux conséquences de ce qu'on faisait et puis après pour se rattraper, on prétend qu'on est en transition vers. Qu'est-ce qui nous empêchait de prendre le temps pour faire tout ce qu'il faut normalement pour n'être pas obligé de prétendre qu'on est en transition vers la 5e République alors que la Constitution est d'application immédiate. Vous voyez, on ne trompe. Je suis sûr que M. Faure Gnassingbé sait qu'il ne trompe pas le peuple. Et il dit ces choses-là. Aujourd'hui, vous prenez la Constitution et vous la lisez. Vous voyez des incohérences un peu partout. Mais nous sommes en train de préparer une étude de la Constitution. Nous prenons notre temps, puis on va voir. Oui. Je parlais du maire de Golfe, Golfe 1, oui. Qui est un cadre de l'ANC et qui a fait son entrepreneur. Est-ce que ça a été une surprise pour vous? Est-ce que vous attendiez une chose comme ça de la part d'une telle... Je ne veux pas mal parler de M. Gomado. C'est un garçon, non, c'est pas un militant. Vous savez, en politique, vous avez des gens de conviction, vous les voyez, vous savez, c'est une personne de conviction. Ouais. Je vois M. Pedro, Francis Pedro là-bas, oui, c'est un garçon, un homme de conviction. M. Gomaro, c'est un cadre. Ouais. Donc lui, vous ne le considérez pas comme un homme de conviction? Je ne le considère pas comme un militant, un grand militant. Mais vous l'avez positionné pour être... voilà, vous savez, pour positionner des candidats, nous mettons beaucoup de temps. Ça ne nous empêche pas de nous tromper. On peut se tromper. Et il arrive qu'on se trompe. Mais... Est-ce que vous voulez dire que vous vous êtes trompé sur lui? Peut-être. C'est la raison pour laquelle il a trouvé son chemin. Et il a... Mais quelle explication vous avez à cette défection-là? Quelle explication vous avez? L'explication? Oui. Je vais vous la dire très facilement. Le régime RPT tente par tous les moyens, RPT unir, tente par tous les moyens. Tout le monde sait qu'il n'y a plus RPT, c'est Unir qui est là. Non, vous savez très bien que c'est... S'ils ont senti le besoin de transformer le RPT en Unir, ça veut dire qu'ils savaient ce que le RPT avait fait de très grave dans le pays et qu'il n'était pas bon de continuer à porter ce nom. C'est pour ça qu'ils ont changé. Mais c'est la même philosophie, c'est la même dictature, etc. Bon, donc, M. Gomaro, il est parti. Le RPT tentant à chaque constitution de gouvernement d'affaiblir l'ANC a tenté un coup
Je ne pense pas qu'ils ont pêché du gros poisson. Je ne veux pas appeler ça du menu feuilletin, mais je ne pense pas qu'ils ont attrapé du gros poisson. Ils ont cherché, ils cherchent par tous les moyens. Je ne veux pas vous citer les noms depuis longtemps. Je ne veux pas vous citer, vous donner des noms. Ils sont très ambitieux dans leur recherche de déstabiliser l'ANC. Mais si après tout ça, ce n'est que Gomaro qu'ils ont pu pêcher, ben, peut-être nous sommes à féliciter. Est-ce que la lassitude peut-être de végéter dans l'opposition, des divergences sur la ligne, les orientations du parti? Non, il n'y a pas de divergence sur l'orientation. Quand l'orientation est prise à la majorité et que la minorité se rallie à la majorité pour constituer le consensus, où est la divergence? Donc il n'y a pas de divergence. Maintenant, nous sommes dans une lutte. Nous ne sommes pas dans un pays démocratique où on commet des erreurs qui font qu'on n'accède pas au pouvoir. Nous sommes en face d'une armée. C'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas se cacher ça. Quand on dit, on a l'impression que on est comme au Bénin ou au Ghana. Non. C'est différent. C'est totalement différent. Vous avez une armée qui est au pouvoir, et puis il y a des gens qui lui confèrent la façade civile en participant au gouvernement. Donc, si Gomaro estime, vous avez parlé de végéter dans l'opposition, ben, excusez-moi, hein, nous avons, Gomaro, les élections municipales ont eu lieu depuis 5 ans, bientôt 6 ans. Vous savez combien de fois M. Gomaro est venu aux réunions du Bureau national? Peut-être 3 fois, peut-être 4 fois. Alors, Monsieur le Président, cette défection est présentée par des gens comme une preuve que vous êtes de connivence, enfin, présentée comme une preuve que vous êtes de connivence avec le parti au pouvoir. Comment on peut, il est exclu, M. Gomaro est exclu. Il est exclu du parti par décision prise, je ne sais plus, c'est jeudi, le Bureau national a validé une proposition du comité politique. Donc, réunion, Gomaro exclu. Alors, nous allons l'exclure parce que nous sommes de connivence et nous excluons Gomaro qui nous représenterait au gouvernement. Mais j'ai entendu dire ça, qu'il y a 3 forces aujourd'hui qui dirigent le Togo. Il y a évidemment le RPT UNIR, il y aurait l'UFC, et puis maintenant, il y a l'ANC. C'est 3 forces. Non. M. Gomaro est à titre personnel au gouvernement. Je vous ai dit, il y a dans la vie politique des hommes de conviction et des hommes qu'on appelle des voyageurs sans bagage. Ils voyagent sans bagage. Puis de temps en temps, ils s'arrêtent, descendent du train. Non, M. Gomaro est descendu du train. Nous n'avons rien à voir, ni de près, ni de loin, avec l'attitude qu'il a adoptée. Personne ne le savait. Alors si le pouvoir avait fait appel, avait consulté l'ANC, oui, ou lui avait fait appel pour intégrer le gouvernement, on aurait auriez-vous accepté? Quoi? Non, on aurait décliné poliment l'offre. Je dis poliment parce qu'on peut aussi réagir violemment en disant vous organisez des élections, même pas bancales, de fausses élections, et puis vous nous appelez pour participer à un gouvernement sous l'égide d'une constitution frauduleuse? Non, on aurait répondu comme ça. Vous savez, je sais que c'est le Premier ministre Malou qui nous avait consulté, pas Malou, Mali. Non, le Mali, oui. Mali, qui nous avait consulté, on lui a dit, bon, vous prétendez avoir remporté les élections, gouvernez. Nous jouerons notre rôle d'opposition. Alors, monsieur le Président, monsieur Jean-Pierre. Donc, monsieur Gomaro, oui, personne ne savait qu'il était en tractation, ou bien que le APT lui proposait de rentrer au gouvernement. Le APT UNIR lui proposait de rentrer au gouvernement.
À votre avis, quelles sont les conséquences que ce débauchage, considéré comme un coup de maître réalisé par le pouvoir, pourrait-il avoir, selon vous, donc, sur votre parti et sur l'ensemble de l'opposition? Sur l'ANC? Oui, l'ANC, et puis l'ensemble, ou alors, et sur l'ensemble, et plus généralement sur l'ensemble de l'opposition. Non, la conséquence, c'est que peut-être le RPT UNIR est en train de réduire le nombre des voyageurs sans bagages, s'il y en a, dans l'ANC. Et que l'ANC garde pour le combat les zones de conviction. C'est tout. Maintenant, les conséquences négatives, non, surtout positives. Maintenant, sur le reste de l'opposition, je ne sais pas, hein, il faut les interroger. Je ne voudrais pas répondre à leur place. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour contrer cette stratégie de débauchage de vos militants par le parti au pouvoir? Mais vous parlez comme si c'est quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez des élections de 1994? Il y avait les députés Tchénion du CAR, les députés Agouda Moumouni de l'UTD, etc. Donc, le RPT UNIR s'adresse, c'est le système. Vous voyez pourquoi on les appelle RPT UNIR? En fait, c'est un système, c'est pas un parti, hein. C'est un système RPT UNIR. Le système RPT UNIR ne cessera jamais de tenter de déboucher. Pensant affaiblir, s'il tombait sur du gros poisson, peut-être. Mais jusqu'à présent, je crois qu'ils insistent. Mais pour le moment, ils tombent sur du menu fruité. Donc, ça ne nous gêne pas. Et vous savez, partout ailleurs, ceux qui font défection, ils sont sanctionnés et ils sont exclus. Donc, nous avons fait la même chose. Mais je pense, comme au Togo, on est un peu bizarre, on va commencer à dire, ils ont exclu Goumaro. Non, nous ne voulons pas donner le sentiment aux populations que nous cautionnons ce qui s'est passé sur la Constitution, etc. Donc, M. Goumaro, on lui souhaite bon vent. Maintenant, que pouvons-nous faire pour que nos membres sachent que la lutte politique est ardue et que ceux qui sont à l'ANC seront toujours en but à des propositions alléchantes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le pouvoir RPT UNIR, le système, pense que nous faisons la lutte politique pour nos ambitions personnelles. Non, c'est les ambitions du peuple. Nous voulons un changement au Togo, que le peuple togolais soit un peuple épanoui, qu'il ait le minimum, et que le Togo soit un état de droit, où on ne peut pas mettre les gens en prison à tort et à travers. Vous savez combien de détenus politiques il y a aujourd'hui au Togo? Toutes ces choses, c'est pour ça que nous faisons la lutte politique. Nous ne luttons pas pour nos satisfactions personnelles. Bien, Monsieur le Président, les promesses auraient été aussi faites à des conseillers régionaux ANC pour les inciter à siéger, quelle que soit la ligne du parti. Pourriez-vous confirmer ces rumeurs et puis êtes-vous sûr de la loyauté de vos conseillers régionaux? Vous savez, samedi dernier, peut-être à pareil moment, on avait organisé une rencontre avec la jeunesse et les femmes de l'ANC. Et je disais que Dieu seul sait. Nous qui sommes ici là, Dieu seul sait si nous sommes des gens de conviction ou s'il y a des gens qui luttent pour leur satisfaction personnelle. Donc, que des gens, des conseils régionaux soient approchés, je pense que ça peut être vrai, soient approchés pour siéger. Tout à l'heure, vous avez dit que ça ne leur fait ni chaud ni froid. Et pourquoi ils approcheraient les gens pour siéger si ça ne leur fait ni chaud ni froid? Non,
ça leur fait toujours quelque chose. Donc, je ne peux pas dire que des gens ne sont pas approchés. Mais je dis qu'il y a eu des débats. Hein. Vous savez, nous essayons d'être un parti normal. Tous les jours. Il ne serait pas dit que moi je vais diriger un parti et je vais le diriger de manière dictatoriale, etc., imposant mon point de vue. Non. Débat. Y compris en présence de ceux qui pensent qu'il faut siéger. Le bureau, le comité politique et ces gens. Puis on a eu des débats. Donc, s'il y en a, on verra bien. Mais s'il y en a, après décision du bureau national, s'ils décident de passer outre, parce que les décisions sont déjà prises, ils subiront le même sort que M. Gomaro. Ils seront exclus. Bien, Monsieur le Président, vous avez certainement pris connaissance de la déclaration de politique générale du gouvernement et qui a reçu l'onction de l'Assemblée nationale. Alors, j'imagine que vous l'avez sans doute parcouru. Quel est votre avis sur le programme du gouvernement? Je connais cet exercice. N'oubliez pas que j'ai été à l'Assemblée nationale. Ça s'appelle une récitation sur un catalogue de vœux pieux. Rien ne sera exécuté et ils reviendront, ils voteront encore. Non, il n'y a rien à prendre là-dedans. Ils feront toujours les mêmes choses s'ils font tout pour que les institutions au Togo, qui sont chargées d'être des contre-pouvoirs, si les institutions ne marchent pas, si le Togo n'est pas un état de droit, c'est enfin que ils prétendront voter une déclaration de politique générale sous les applaudissements. Non, écoutez, nous sommes quand même des Togolais, ça fait un moment que nous voyons comment notre pays se comporte et il faudrait... Le Togo est un homme malade et tout le monde le sait. C'est pas... Je suis sûr que quand vous reviendrez ce soir, demain ou après-demain sur cette émission que nous avons, vous direz que certaines choses que j'ai dites, vous penserez que certaines choses que j'ai dites sont la vérité. Bien. La suite de cet entretien, c'est juste après le rappel d'une première série d'événements survenus ces derniers jours au Togo. Hervé Essay. Le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD de feu Agbéome Kodjo décide d'abandonner sa posture dite radicale depuis la présidentielle de 2020 et serait prêt à collaborer avec tous les acteurs politiques et de la société civile sans exclusive. C'est du moins ce que l'on peut retenir d'une conférence de presse tenue lundi au siège du parti par ses nouveaux responsables conduits par le président intérimaire Jonas Komlan-Siliade. Nous voulons rassurer tout le monde que le MPDD se porte bien. Il n'y a pas de problème au sein du MPDD et surtout dire à l'endroit de tous nos militants, sympathisants et amis que le parti est en ordre de marche. Nous continuons la préparation du congrès. Le MPDD est un parti républicain modéré qui travaille avec toutes les forces politiques en présence pour peu que cette collaboration soit dans l'intérêt du peuple togolais et permette l'ancrage de la démocratie dans un cadre républicain. Cette nouvelle ligne politique du MPDD sera sans doute confirmée à l'occasion du prochain congrès du parti qui devrait se tenir avant la fin du mois d'octobre 2024. Les conférenciers ont saisi l'opportunité de cette rencontre avec la presse pour aborder aussi la question de la disparition de l'un de leurs cadres, Paul Missia-Beto, ancien conseiller spécial du défunt président Agbéome Kodjo. Il y a une personne qui a démissionné et cette personne a expliqué pourquoi elle a démissionné. Nous en avons pris acte, c'est tout. Mais on a l'impression que cette personne et certains de ses amis orchestrent des campagnes de diffamation, de dénigrement, faisant croire qu'il y a des problèmes au sein du MPDD ou que le MPDD le harcèle, le MPDD en veut à sa vie. Et tout dernier
dernièrement, nous avons appris que cette personne a quitté le territoire national et s'apprête à demander l'asile politique au motif qu'il est persécuté. Nous ne savons pas qui le persécute, mais nous avons tenu à dire qu'au niveau du MPDD, nous ne persécutons personne. Un parti, le nouvel engagement togolais, net une date le 24 août 2024, mais deux congrès avec à la clé deux présidents pour un seul et unique fauteuil. Ismaël Mamadou Tanko d'un côté, Jules Lamine de l'autre. Après l'aval des suspensions, expulsions et réintégration, et alors que d'aucuns espéraient encore un retour au calme, la crise au net s'est encore aggravée le week-end dernier avec l'organisation de deux congrès. Les travaux de celui tenu au siège du parti se sont déroulés en présence du fondateur du net, Djiri Tama, et ont abouti à l'élection d'un nouveau bureau directeur présidé par Ismaël Mamadou Tanko. C'est vrai que les situations, les circonstances sont complexes, mais oui, on dirige effectivement le net, le seul nouvel engagement togolais que les Togolais connaissent. Et j'invite vivement nos collègues qui se sont entre-temps un peu égarés à nous rejoindre parce que les portes sont toujours ouvertes. Les sentiers, je dirais qu'aujourd'hui, c'est de retrouver et de regagner la confiance d'une partie de la population togolaise, ensuite de renforcer nos structures organisationnelles et puis enfin d'aller vers notre vision qui est de conquérir le pouvoir. De leur côté, les délégués ayant participé aux travaux du second congrès, dont les travaux ont eu lieu à la FOPADESC, à Guagnivy, ont confié les rênes du même parti à Jules Lamine, qui assurait jusque-là les fonctions de président intérimaire du net depuis la démission de Djiri Tama. Ce congrès devait être organisé depuis 2022, mais pour certaines raisons internes au parti, on n'a pas pu l'organiser jusqu'à ce que l'ancien président a démissionné, ce qui a laissé un vide. Donc il a fallu que rapidement on aille à un congrès pour pouvoir réunir les enfants du parti. Qui organise le congrès qui est organisé de l'autre côté, qui préside. Je suis le président national intérimaire, j'ai été désigné par le bureau national pour conduire l'intérim du parti au congrès. Je suis la seule personne qui devait convoquer un congrès et donc je ne vais pas aller sur le plan de l'activité parce que tout le monde saura quand même faire la part des choses. Mon cahier de charge aujourd'hui, c'est d'abord de dynamiser les fédérations et se préparer pour les prochaines élections. Ismaël Mamadou Tanko ou Jules Lamine ou Ismaël Mamadou Tanko, voilà une réalité qui vient complexifier la crise au nouvel engagement togolais, un parti désormais à deux têtes. Lequel des deux camps, tous convaincus d'être dans la légalité, sortira vainqueur de ce bras de fer? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, cette crise honnête vient rajouter au mal-être qui sévit en ce moment au sein de l'opposition togolaise. Voilà, donc avant de reprendre cet entretien, nous allons observer une pause pour les annonceurs. Premier institut de droit et de sciences politiques au Togo, IERIS, ouvre les inscriptions pour les nouveaux étudiants et les anciens diplômés désireux de poursuivre leur parcours universitaire dans un cadre adapté. Orienté vers le métier de prestige, IERIS offre des formations en licence et master avec des professeurs de renom dans les filières telles que droit, sciences politiques, gouvernance locale, sciences économiques et de gestion, relations internationales. Visitez-nous à Agoué, Carrefour Bleu, derrière le CEG Agoué ou sur le www.ieris.com. Contactez-nous au plus 228 97 68 23 48 90 30 60 92. IERIS, au cœur des défis de l'avenir. Complexe scolaire Saint-Michel-à-Méval, une institution d'enseignement et d'éducation. Avec une équipe dirigeante dynamique, le complexe scolaire Saint-Michel-à-Méval dispense des cours dans des filières suivantes. Cours primaire, du jardin d'enfants au CM2, le collège de la 6e en 3e. Au complexe scolaire Saint-Michel-à-Méval, la discipline à travers la tenue scolaire correcte, le suivi du cahier de correspondance et la régularité au cours est la première condition qui assure la réussite à nos élèves. Au complexe scolaire Saint-Michel-à-Méval, le taux de réussite est toujours de 100% au primaire et plus de 75% au collège. Au complexe scolaire Saint-Michel-à-Méval, les frais de scolarité sont librement négociables. Le complexe scolaire Saint-Michel-à-Méval, c'est sur le boulevard Malfakassa à Difakota, à côté de la société Netadi. Téléphone 90 82 01 83 ou 99 48 50 15. Saint-Michel-à-Méval, au service de l'éducation. Novi émergence divine Thomas doit s'y amener mikudo waba banye wo wawe kuna savon noir bio du Maroc so Maroc bovanani eye de konami bagbajo me nana benade bagbajo ponandu du nyuede lo obalize kudo wabe le belle diade et la nabenade sisila bula bazene no estima gano pao vo agbaze wabe kokomiare elani de kankume.
waba banyi ko kubwari eyini abi kume o dan encourage be kume ne koplo ko so wa novi ete na bouton jona le kume na me bonu wo meto na niade elanga ben kwa me la no dako novi encourage be ni sena ni la bleu ben ko savon no bio du Maroc so okui bovana misia o so ni la bleu so wa di o so wa ni yu ba so gommage tan eau de rose naturelle o nyambi agbaje ku be nyambi nkumi huile végétale cosmétique na nyambi agbaje ku do nyambi dao ku do grande crème ki la so gommage émergence divine to wari o la pot de kilo wa be ni pataji ke ni ku do dia no le diwa o la yomi le 90 13 67 49 97 94 08 65. Au studio pour la suite de cet entretien. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que l'invité de Retro7 ce samedi est le président national de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, et maire de Golfe 4, M. Jean-Pierre Fabre. Alors, Monsieur le Président, tout à l'heure, on a évoqué le MPDD qui annonce un congrès, le MPDD qui a été qui dit revenir sur ses fondamentaux, et puis le net, on nous a aussi parlé du net, le spectacle auquel le net s'est livré le week-end passé, avec 2 congrès et au bout 2 présidents élus. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça là? Tout ça là, on parle de l'opposition, à laquelle vous appartenez vous aussi. Non, je crois que il faut faire la part des choses. Il faut discerner. Vous savez, c'est très gentil, on dit de l'opposition. Il faut ne pas juger les gens sur ce qu'ils disent, mais il faut les juger sur ce qu'ils font. Parce que si on veut les juger sur ce qu'ils disent, on ne va pas s'en sortir. Vous savez, le statut de l'opposition permet d'être dans l'opposition et d'être au gouvernement. Donc, tout ça, c'est quelque chose de créé par le système RPT Unir pour semer la confusion. Donc, moi, je ne regarde pas trop ce que font les partis politiques, les autres partis. Je leur souhaite de travailler. S'ils veulent être au pouvoir, au gouvernement, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. S'ils veulent de l'opposition, qu'ils soient de l'opposition, mais qu'ils ne soient pas des alliés du pouvoir en prétendant être dans l'opposition. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Vous parlez, le spectacle auquel des gens se livrent. Bon, c'est la vie politique, orchestrée par le système RPT Unir pour se maintenir en place. Eh bien, on va changer de sujet. Le chef de l'État a procédé, je crois que c'était vendredi dernier, à la nomination, pas ce vendredi, l'autre semaine, à la nomination des gouverneurs des régions, des savanes, de la Cara, des plateaux, de la maritime et de celui donc du district autonome du Grand Lomé. Alors, il reste celui de la région centrale à nommer. Alors, quelle sera la mission des gouverneurs? La réponse avec le directeur de la décentralisation et des collectivités locales, Sosimna et Pali. Le gouverneur, conformément à l'article 116 de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, il est le représentant de l'État dans la région comme collectivité territoriale. Ce sont des représentants directs du pouvoir central et de tous les ministres qui composent le gouvernement de l'État dans la région concernée. Alors qu'il est nécessaire d'opérationnaliser les régions en tant que subdivision administrative, à la tête desquelles se trouvent donc les gouverneurs de région qui viennent d'être nommés. Et aussi important d'opérationnaliser les régions en tant que collectivité territoriale dont la désignation des conseillers qui doivent administrer sont déjà élus et on attend la nomination de ces gouverneurs de région pour donc convoquer les premières réunions afin que les exécutifs des régions puissent être élus pour opérationnaliser donc les régions. L'autorité a conféré la possibilité de signature des contrats plans au gouverneur. Le gouverneur qui doit programmer et faire mettre en œuvre les politiques de développement de la région, l'État
lui confère encore cette possibilité de plus de signer des contrats plan État, collectivité territoriale, en l'occurrence les régions comme collectivité territoriale, le gouverneur dans la région et représentant toutes les administrations civiles déconcentrées de l'État. Il prend en compte tous les éléments, tous les secteurs et passe le contrat avec la région qui est une collectivité territoriale pour la mise en œuvre pour qu'il n'y ait pas une zone qui soit laissée de côté. Alors le Togo a encore fait un pas dans la décentralisation avec la nomination des gouverneurs de région. Une réaction, M. Favre? Écoutez, est-ce que j'ai envie de réagir? Oui, je vais juste dire que tout ça, le Togo a fait un pas. Mais comme... Est-ce que vous trouvez pertinente l'existence des gouverneurs de région? Voilà. J'ai beau réfléchir, je ne trouve pas ce que ça peut faire, mais nous avons voté pour les... comment dire ça? Dans l'ordre des régionales, des élections régionales, on a voté. Et élu des conseillers régionaux. Élu des conseillers régionaux. Quand je vois ce que l'on fait en ce qui concerne les conseils municipaux, ouais, quand nous parlons d'existence de l'état de droit. On a la loi. Mais le tout n'est pas d'avoir des lois, de créer, de nommer des gouverneurs et tout ça. Un, est-ce qu'on les laissera travailler? Deux, est-ce que l'État va respecter la loi en ce qui concerne le fonctionnement même de ces entités? Vous savez, moi, à mon petit niveau de maire, je crois en 2022, nous avons pris une délibération portant adressage, conformément à la loi. Nous avons changé les appellations de certaines rues, conformément à la loi. Quelques jours après, ou même le lendemain, le ministre de l'administration territoriale sort une note pour prétendre annuler une délibération d'un conseil municipal. Quand on a dit, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que la loi ne vous autorise pas à le faire. Si vous voulez, vous n'êtes pas d'accord avec la délibération du conseil municipal du Golfe 4, vous saisissez le juge administratif, qui seul est compétent. C'est ce que dit la loi. Et ils n'ont pas fait. D'ailleurs, nous nous apprêtons ces jours-ci à mettre les plaques de signalisation et on va voir ce qu'ils vont faire. Donc, toutes ces choses. Alors, si vous mettiez les plaques et qu'ils les enlevaient, qu'est-ce que vous allez faire? Mais tout le monde verra qu'ils ne respectent pas la loi. C'est aussi simple que ça. Vous pensez que, vous voyez, vous êtes... Tout à l'heure, vous disiez, mais ça va servir à quoi? Est-ce que ça va servir à montrer que ces gens-là, ils nous perdent du temps. Ils ne veulent pas respecter la loi, mais ils prétendent faire la démocratie. Vous voyez? Donc, on attend qu'ils les enlèvent. Et on va voir comment ils vont les enlever. S'ils vont battre les gens qui les posent, etc. On va voir. Donc, tout ça, je reviens toujours à mon affaire, c'est une question d'état de droit. Maintenant, oui. Qu'est-ce que je pense des nominations des gouverneurs? Vous savez, nous sommes dans une situation où le nord du pays, Kwepakandi, est en situation de guerre. Il y a des dispositifs militaires. Quand vous voulez aller dans le nord,
je crois que c'est au niveau de Kanté. Vous êtes arrêté, vous pouvez passer la nuit là-bas, on va vous donner l'autorisation de monter. C'est arrivé à plusieurs de nos délégations qu'on envoyait en mission, en tournée. Et donc, si le Nord est dans cette situation-là, où des terroristes, on dit, là, terroristes attaquent, je pense que parmi les 5 qui ont été nommés, ou les 4, je ne sais plus, il y a 2 généraux. Pourquoi on n'a pas positionné un général là-bas pour organiser le dispositif militaire de la zone? Lui, il est général. C'est son affaire. Professionnellement, hein, c'est son boulot. Peut-être qu'il y a sans doute un chef des opérations déjà là-bas qui va la... Il n'empêche qu'il y a certainement un chef, mais lui comprendrait mieux que le civil qui est positionné là-bas. Je crois que c'est Acha Dedji, l'ancien ministre. Donc, je m'interroge sur ce qu'on recherche, l'efficacité de ces nominations. Voilà. Alors, nous allons saisir donc le prétexte de la nomination des gouverneurs pour dire un mot de la commune de Golfe 4 que vous dirigez depuis 4 ans. Alors, un chantier... 5 ans, même plus. 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant. Ouais. Ok, alors un chantier qui aurait pour ambition de donner une nouvelle image à la commune de Golfe 4 est inscrit en bonne place dans votre agenda. Vous en avez parlé avec les médias il y a quelques semaines. Voudrez-vous bien revenir un peu sur ce chantier pour nos auditeurs? En quoi consiste-t-il et quels sont les résultats attendus? Le résultat attendu, c'est améliorer les conditions de vie des populations. Oui. Vous ne pouvez pas disposer de petits moyens sans penser à améliorer les conditions de vie des gens, des résidents. Et donc, nous avons essayé, depuis que nous sommes là, de régler les problèmes d'infrastructure, de régler les problèmes. Vous savez, le minimum basique, c'est quoi? C'est les latrines, dans les latrines publiques, c'est l'assainissement, régler les problèmes des CMS, des hôpitaux. Vous savez, nous avons construit une maternité. Donc, nous avons essayé d'améliorer les conditions de vie des populations. Mais vous savez, si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas l'utiliser sans plan. Donc vous avez d'abord, vous passez par un budget. À la fin de l'année, vous établissez un budget. Et puis, pour l'exécution de ce budget, vous passez par ce qu'on appelle le compte administratif pour voir si vos opérations de tous les jours sont conformes à ce qui est prévu au budget. Ensuite, vous avez le compte de gestion qui est présenté par le trésorier. Ensuite, vous passez au budget supplémentaire vers juin, juillet de l'année. Vous voyez ici les besoins que vous avez, que vous avez identifiés et pour lesquels vous avez établi le budget. Si ces besoins-là ont changé, s'il y a d'autres nouveaux besoins, ou si certains ont été considérés à tort, donc vous procédez à un collectif budgétaire, vous remodelez le budget, et après, la phase suivante, c'est ce que nous appelons le PPMP, le plan de passation des marchés publics. Et c'est ça que j'ai eu à exposer à vos collègues il y a 2 semaines. Donc, c'est de ça qu'on a discuté. Il y a 3 semaines. Et donc, nous avons ce qu'on a, le PPM. Le PPM, il récapitule les projets que vous soumettez à validation et que vous allez réaliser. Et pour cette année, les projets qui concernent la santé publique, c'est-à-dire construction de blocs de maternité, les projets sociaux, les projets concernant l'éducation, l'assainissement, les infrastructures. Nous avons un PPM, le plan de passation des marchés, que nous avons présenté donc à vos collègues, travaux fournitures et services non consultants, qui s'élève à
4 milliards 170 millions. Et voilà qui concerne donc tout ce que je viens de dire là. L'éducation, le social, la santé publique, les infrastructures, les travaux, extension du réseau d'éclairage public, très important pour réduire l'insécurité dans les quartiers. Entretien, maintenance des feux tricolores, réhabilitation d'infrastructures marchandes, par exemple. Le marché de Hankopé a subi des incendies et donc nous sommes en train de refaire les hangars, etc. Construction de latrines publiques parce que ça n'est pas suffisant. Donc voilà un peu. Oui. Voilà. S'agissant de l'assainissement, monsieur le Président, vous avez affirmé avoir écrit au chef de l'État et en votre qualité de maire de Golf-4 sur l'aménagement des abords des lagunes qui traversent votre commune. Alors, qu'attendez-vous de lui et a-t-il déjà répondu à votre courrier? Non, il n'a pas répondu. Et j'en suis triste parce que les moyens que nécessitent les travaux qu'il faut réaliser pour éviter en période de pluie les inondations dans les maisons, ces moyens-là ne sont pas en notre possession. Nous ne les avons pas. Or, il est indispensable que l'État procède à de grands travaux pour sortir les maisons de l'eau. Nous avons acheté des motopompes chaque fois qu'il y a des problèmes et à chaque pluie, nous prêtons les motopompes aux riverains des quartiers inondés, mais ça c'est largement insuffisant. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'écrive au chef de l'État pour lui dire, c'est même tout le Togo. Il faut réaliser de grands travaux pour éviter que, à chaque pluie, on ne se retrouve dans des situations d'inondation. Donc, moi, je pensais qu'il était de mon devoir de lui écrire en tant que maire pour dire nous pensons que nos moyens ne suffisent pas pour régler ces problèmes. Nous sommes disposés à en discuter avec vous. Vous avez les moyens. Il faut que ces moyens soient affectés au règlement de ce problème. Je viens pas. Donc j'attends toujours la réponse. Alors vous avez affirmé aussi que votre plan repose sur 3 piliers fondamentaux, à savoir la transparence, l'efficacité et l'intégrité. Est-ce parce que vous êtes accusé de commettre des fraudes ou des magouilles dans les prestations de marché que vous mettez aujourd'hui ces critères en avant et peut-être pour vous donner le change? Non. Je dis simplement, j'ai appris. On dit, ce que j'entends, c'est une manœuvre sordide qui vise à salir des gens pour les faire détester par l'opinion. C'est de la mesquinerie et c'est une malveillance inqualifiable. C'est indécent. Je pense que il s'agit d'éliminer par la calomnie les rivaux politiques de personnes que l'on soutient. Et toutes les personnes qui, tout en se proclamant avec rage pas de l'opposition, mais en dénonçant les errements du système en place, essayent ou tentent régulièrement d'affaiblir, de discréditer ou de nuire à l'ANC, affaiblissent la lutte de libération du peuple togolais des griffes du système qui l'opprime. Donc, ces gens-là deviennent ipso facto, ou sont, même pas deviennent, sont ipso facto des alliés, sinon naturels, du moins objectifs, du RPT UNIR. Alors, je vais même aller un peu plus loin. La personne dont vous parlez, qui
m'accuserait, ou qui m'accuse de... Non, moi je n'ai parlé de personne. Ah, non. Il y a une accusation qui dit que... Une accusation, mais tout le monde a entendu, donc c'est pas quelque chose de caché. Tout le monde a entendu. Et cette personne, il m'a dans son collimateur depuis très longtemps. Depuis toujours. Quand nous sommes arrivés à la mairie, cette personne a écrit contre moi, a écrit un article pour dire que je mets en danger la vie des élèves de l'école primaire publique Kodouya Kopé 1, parce que le bâtiment étant mal construit, le bâtiment menace ruine. Oui, pour éviter de nous éloigner de notre entretien, du sujet vraiment. Moi, je parle de surfacturation. Est-ce que vous pouvez dire que non? Non, mais je dis simplement, oui. Je vais y arriver. Mais je vous dis, laissez-moi prendre mon envol. Cette personne m'a dans son collimateur et a écrit que je faisais. Alors je lui ai répondu. Il a écrit un article dans son journal. Je lui ai répondu en lui disant, monsieur, vous auriez pu vous renseigner pour savoir que nous sommes en compétence partagée avec l'État. Et que ça fait 15 ans, selon les documents que m'ont remis les responsables de l'école primaire publique, m'ont montré, ça fait 15 ans que l'école a écrit au ministre de l'Éducation nationale pour dire que, pour signaler la situation. 15 ans. Moi, je suis là depuis un an, 2 ans. Et si nous sommes en compétence partagée, vous qui connaissez tout, ou qui prétendez connaître tout, vous devez savoir pourquoi vous ne vous attaquez pas à l'État, vous attaquez à la commune du Golfe 4 qui vient d'arriver. Si cette personne était de bonne foi, et en sachant que nous sommes en compétence partagée avec l'État, cette personne aurait dû s'informer pour savoir, surtout que c'est un grand journaliste d'investigation, pour savoir que l'État est informé depuis longtemps et ne fait rien. Bon, ça c'est le premier cas. Il a refusé de publier mon droit de réponse. Je l'ai menacé de servir la hack. Il a fini par publier le droit de réponse. Premier cas. Deuxième cas, situation de Pétrole Gate, ou je ne sais plus. Vous m'avez reçu dans sur ce plateau. Et vous m'avez interrogé sur ce que nous pensons à l'ANC de la situation. Et je vous ai répondu que nous avons saisi le ministre des Finances au sujet d'un rapport qui circule sur les réseaux sociaux, qui serait rédigé par une inspection des finances. Parce que nous, ce rapport, nous avons constaté qu'il n'est ni signé ni daté. Et qu'en l'état, il n'est pas exploitable par nous. Nous demandons au ministre des Finances de nous fournir une copie authentifiée de ce document. Et je l'ai dit ici. Et d'ailleurs, je vous ai apporté copie de la lettre qu'on a adressée au ministre et le rapport pour que vous puissiez voir que le rapport dont il était question sur les réseaux sociaux, ce rapport n'est ni daté ni signé. Voilà, à votre disposition. Alors, le grand journaliste d'investigation, dans les jours qui ont suivi, il dit sur les réseaux sociaux que si j'ai donné cette réponse, j'ai refusé de soutenir son combat, c'est que j'ai reçu de l'argent de M. Adjakli. Il sait qu'il dit un mensonge, je sais qu'il ment, puisque je n'ai rien reçu de ça. Et je dis donc, la même personne qui parle de surfacturation, cette personne ne se renseigne pas, ne s'informe pas avant de parler. Parce que si elle s'informait, elle verrait qu'il y a beaucoup de verrous ou d'obstacles à ce qu'il appelle surfacturation. Et si vous vous livrez à... Je ne sais même pas comment vous pouvez le faire. Vous avez ce qu'on appelle
la Direction nationale du contrôle de la commande publique, qui vérifie les appels d'offres, qui vérifie ces choses. Vous avez ensuite la Direction nationale du contrôle financier, qui vérifie ce que vous sortez, tout. Ça, c'est d'abord deux institutions, et donc deux obstacles qui verrouillent. Ensuite, lorsque vous avez les réceptions de vos projets, vous avez à la réception provisoire, puisqu'il y a une réception provisoire et une réception définitive, à la réception provisoire, vous avez dans l'équipe qui procède à la réception avec l'entrepreneur, vous avez un représentant de la Direction nationale du contrôle financier qui vérifie si ce que vous présentez comme réalisation est conforme est au coût du projet. Donc, si c'est surfacturé, la Direction nationale du contrôle financier verrait s'il fait son travail. Et au-dessus de tout ça, vous avez également la Cour des comptes. Donc, on peut parler ou penser ou inventer. On a déjà sali. On salit. C'est juste pour salir. Moi, je n'ai rien à voir avec ce que prétend ce monsieur qui a juste envie d'éliminer des rivaux potentiels de personnes qu'il soutient, de responsables politiques qu'il soutient. Bien, monsieur Fabre, vous savez que celui dont vous parlez, c'est un confrère, donc je suis un peu mal à l'aise là pour... Non, mais vous savez, il y a dans toutes les corporations, dans toutes... Donc si je comprends, c'est que qu'il n'y a pas de facturation à la commune. Ce n'est même pas faisable. Bien, c'est clair. Ce n'est pas faisable. Voilà. C'est votre expérience, M. Fabre, dans la gestion des affaires publiques. Le travail du maire est-il passionnant? Et si c'était à refaire, est-ce que souhaiteriez-vous rempiler la tête de Golf 4? Ah, c'est passionnant. Chaque fois que vous rendez service, vous êtes content, mais frustré de ne pas disposer de moyens pour faire plus. Vous savez, je vous ai parlé de la latrine publique, mais j'ai parlé tout à l'heure également. Non, j'ai oublié même de parler en ce qui concerne le social, de ce que nous avons appelé... Vous avez parlé du centre médico-social? Non, ça c'est rien. J'ai même pas parlé de la construction de la maternité de Wetri-Bikondi. Oui. Non, on ne peut pas dire tout ce qu'on fait. Mais il y a un sujet qui m'importe vraiment, c'est la réduction de l'exclusion sociale par la délivrance des certificats de naissance et certificats de nationalité. Nous faisons ça. Nous avons délivré 2000 et quelques et nous pensons que l'État devrait prendre le relais parce que c'est quelque chose, c'est un projet à réaliser sur le territoire national. Plusieurs pays l'ont fait. Nous, avec nos petits moyens, nous ne pouvons pas faire ça. Donc maintenant, pour répondre à votre question. Est-ce que vous aimeriez rempiler? Ah, mais je dis que je le ferai avec plaisir. C'est difficile. Vous voyez, on invente n'importe quoi sur vous parce qu'on sait que vous avez des moyens à utiliser au service de la communauté et on peut... Des gens qui sont malveillants peuvent dire beaucoup de mal de vous. Mais ce n'est pas ça qui va faire qui va vous empêcher de réaliser vos ambitions qui sont de vous mettre à la disposition de votre prochain. Voilà. Et donc je dis, si je dois rempiler, si j'ai encore la force, et je pense que avec l'aide de Dieu, j'aurai la force. Si je dois rempiler,
ça serait avec plaisir. Alors pour suivre, M. Favre, Hervé Essay nous rappelle des événements donc de l'actualité internationale rapidement. Mais il y a de l'actualité nationale, pardon. Oui, de l'actualité nationale. On va voir. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, HCROUN, a procédé jeudi à la restitution d'un immeuble appartenant à feu colonel TP Kofi à Peignon, illégalement occupé par des inconnus à 16 ayants droit. Cette cérémonie émouvante est l'aboutissement d'une procédure conduite par le HCROUN à la suite d'une requête à lui adressée par des ayants droit de l'ex-chef d'état-major général adjoint des forces armées togolaises. La présidente du HCROUN, Awanana Daboya, s'est réjouie de la confiance des membres de la famille du défunt TP en l'institution qu'elle dirige et salué la patience, l'engagement et la collaboration dont ils ont fait preuve durant le processus ayant conduit à la restitution de l'immeuble. Enfin, elle a rendu hommage au chef de l'État, Faure Gnassingbé, l'inspirateur, a-t-elle dit, du processus de justice transitionnelle. Il incombe au HCROUN dans sa mission de procéder à la restitution en guise de réparation d'un bien, de tout bien, à son propriétaire, où que soit le bien, que ce soit entre les mains de l'État ou entre les mains de tiers. Cet immeuble n'était ni entre les mains de l'État togolais, encore moins entre les mains de fonctionnaires ou autres agents de l'État. C'était illégalement occupé et personne ne pouvait se douter qu'il s'agissait de personnes, d'individus sans titre qui habitaient cet immeuble. Nous rendons grâce à Dieu et nous félicitons de ce que l'État togolais continue de faire, à savoir donner les moyens au HCROUN d'œuvrer à sa mission. C'est avec un sentiment de satisfaction que la porte-parole des ayants droit du colonel TP, Madame Kouvi TP, épouse Bikmi, a constaté le travail bien fait et l'attachement du HCROUN à la manifestation de la vérité dans cette affaire. Pour finir, elle a témoigné sa gratitude au président de la République. Les travaux de la 11e Assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays de l'UEMOA et de la Guinée, PRA-UEMOA Guinée, se sont déroulés les 29 et 30 août à Lomé. Le thème de cette rencontre est mise en œuvre effective de la télévision numérique terrestre TNT dans les pays membres de la plateforme, état des lieux, propositions et stratégies d'action face au retard. L'objectif est de consolider la gouvernance de la plateforme et d'examiner les modalités de déploiement de la télévision numérique terrestre TNT dans les pays membres. Pitalou Nanitelo, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Togo, ACT-Togo, et nouveau président de la PRA-UEMOA Guinée. Nos travaux s'organisent autour d'une thématique relative aux préoccupations de l'espace en matière de régulation de la communication et des médias inscrite dans le plan d'action de la plateforme. Il s'agit d'une préoccupation faisant partie de la feuille de route 2023-2024 adoptée à Cotonou lors de la 10e Assemblée générale. La plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée, dont le siège est à Ouagadougou au Burkina Faso, a été créée en 2014. La presse togolaise est de nouveau en deuil. Cette fois, c'est le directeur de publication du journal Tingo Tingo, Asiobo Nyaglondro Augustin, qui a tiré sa révérence. C'était lundi dernier, à l'âge de 104 ans, probablement des suites d'un accident vasculaire cérébral AVC, dont il aurait été victime le 7 juin dernier. En plus du métier de journaliste, Augustin Asiobo était également le président de la Confédération nationale des prêtres traditionnels du Togo, dont il était le fondateur. Voilà, Retro Studio pour conclure cette émission. Monsieur le Président, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure hein? Oui. Au sujet de surfacturation, oui. Mais au sujet de un point de l'actualité nationale oui. qui porte sur la poursuite de personnes à qui l'on reproche une tentative de déstabilisation du Togo, contre qui on a lancé le mandat d'arrêt. Je crois que vous... Ça, je l'avais pas programmé. Oui, vous ne l'avez pas programmé, mais il est important qu'on en parle. Oui. Moi, ce que dit le régime togolais, l'État togolais, tout ça, je doute toujours. Parce que ils sont coutumiers d'inventions, ils ont l'imagination fertile pour dire des choses. Donc, je doute que des gens aient tenté de déstabiliser l'État togolais. Bon. Est-ce que vous avez les moyens, vous, de savoir? Non, c'est pour ça que je doute. Mon devoir de citoyen est de continuer à rechercher.
je ne vais pas avaler ça comme je suis un responsable politique. Mon devoir est de chercher. Donc je doute. Puisque sur la base des habitudes, il faut avoir une attitude. Maintenant, à supposer que ça soit vrai. Qui est responsable de cette situation? Si des gens tentent de déstabiliser, c'est-à-dire de prendre le pouvoir par la force, c'est l'État togolais, c'est le régime togolais qui encourage en empêchant par tous les moyens l'accession des citoyens au pouvoir, par les moyens légaux. Oui, justement. Pourquoi est-ce que l'ANC ne fait pas ce qu'on reproche aux autres? Non, l'ANC est un parti politique. Oui. Pourquoi est-ce que les autres aussi ne se constituent pas en parti politique? Non, je dis simplement, s'il y a des gens qui veulent le faire, il ne me reviendra pas de critiquer qu'ils le fassent. L'ANC, elle, est un parti politique. Je ne sais pas. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec ceux qui prennent ces moyens je ne sais pas à être d'accord ou à ne pas être d'accord. Mais je dis que l'État encourage. Non. Je dis que l'État, en verrouillant, en changeant de constitution, en se mettant à la disposition, en mettant l'État à la disposition d'un homme. Parce que le changement de constitution, c'est juste pour régler la situation d'un homme qui veut contourner l'élection présidentielle. Donc, on fait tout pour qu'il n'y ait plus d'élection présidentielle, pour que cette personne dirige le pays ad vitam aeternam. Non, s'il vous plaît. Oui, on a déjà dépassé de 5 minutes, c'est voilà le temps. À partir du moment où l'État empêche les gens d'accéder au pouvoir, comment voulez-vous reprocher, vous qui empêchez les gens d'utiliser les moyens légaux pour accéder au pouvoir, de quel culot vous empêchez, vous voulez prétendre. Est-ce que c'est pas est-ce que vous imaginez que l'État laisse les gens qui veulent déstabiliser le pays, l'État les laisse faire? Je dis que c'est l'État qui encourage, c'est l'État qui encourage, qui est responsable si cette situation-là existe. Voilà, c'est l'État qui encourage. Je vous remercie donc. C'est l'État, à la limite, je veux dire quelque chose de très grave. L'État parle de terroristes et toutes ces choses. Le premier terroriste, c'est l'État togolais. Bien. C'est la fin, c'est vous qui vous assumez ce que vous avez dit. C'est la fin de cette émission et dont l'invité était Jean-Pierre Fabre, le président national de l'Alliance nationale pour le changement et maire de Golfe 4. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre fidélité d'écoute. Rendez-vous samedi prochain, si Dieu le veut, pour une nouvelle émission. Et je rappelle que cette émission est rediffusée le dimanche à partir de 11h. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.